Alors aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui porte sur les lois de probabilité et on va parler aujourd'hui de variables aléatoires et plus particulièrement de variables aléatoires discrètes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Ben, une variable aléatoire qu'on va noter parfois par V.A. Ben, une variable aléatoire, c'est une variable quantitative, ça c'est important, qui est associée à une expérience aléatoire. Donc une variable quantitative qui dépend du hasard. Et on va parler aussi du support d'une variable aléatoire. Ça, c'est l'ensemble des valeurs possibles pour cette variable aléatoire-là et on va noter le support par S indice X. Donc, des exemples de variables aléatoires. Si je dis que X, c'est le résultat d'un lancer de dés, ben, c'est une variable qui dépend du hasard, une variable quantitative qui dépend du hasard. Et son support, ben, c'est les nombres entiers de 1 à 6, inclusivement, qu'on met entre accolades comme ce que vous voyez à l'écran actuellement. Un autre exemple, le nombre de piles obtenues en 3 lancers d'une pièce de monnaie, ben, c'est une variable quantitative qui dépend du hasard. Et son support, ben, c'est 0, 1, 2 et 3, parce que quand on lance une pièce de monnaie 3 fois, ben, on peut avoir pile 0 fois, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Un autre exemple, la variable Z, ce serait la taille de la prochaine personne qui passera devant vous. Là, dans ce cas-ci, le support est un peu difficile à déterminer, mais disons que si on dit que c'est un nombre réel compris entre 0 et 2,5, je pense pas qu'on se trompe beaucoup. Je pense pas que, ben, premièrement, c'est impossible qu'une personne ait une taille négative. Et deuxièmement, des personnes qui mesurent plus que 2,5 mètres, moi, j'en ai jamais connu dans ma vie, là. Alors, peut-être que si on fouille dans le livre des records, on va en trouver, mais ça doit quand même être assez rare. Comme on a vu en statistique descriptive, eh bien, une variable aléatoire, ça peut être discret ou ça peut être continu. Quand une variable aléatoire est discrète, c'est qu'en gros, elle peut prendre uniquement des valeurs entières, alors que quand c'est continu, ben, elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Des exemples, les variables x et y qu'on a définies tantôt, donc le nombre, le résultat d'un lancer de dés ou le nombre de piles qu'on obtient en lançant une pièce de monnaie 3 fois, ben, ce sont des variables aléatoires discrètes. Rappelez-vous, on mettait le support entre accolades. La variable Z, qui était la taille de la prochaine personne qui allait passer devant vous, ça, c'est une variable qui est continue, hein. On peut avoir une personne qui mesure, par exemple, 1,8164 mètres. Ça pourrait arriver. Donc, ça, c'est une variable qui est continue. Pour la capsule d'aujourd'hui et pour les deux prochaines, on va parler uniquement de variables aléatoires discrètes. Donc, on s'intéresse seulement aux variables aléatoires qui peuvent prendre des valeurs entières. Euh, on va parler de fonctions de probabilité ou de lois de probabilité, c'est des synonymes. Donc, ce qu'on appelle fonction loi de probabilité, ben, c'est noté petit p de x et ça associe à chacune des valeurs de la variable aléatoire sa probabilité. Et on va voir un exemple de ça que vous avez dans vos notes de cours. On vous dit, on pige successivement et sans remise deux cartes d'un jeu ordinaire de 52 cartes. X est une variable aléatoire qui représente le nombre d'as obtenus. Alors, donner la fonction de probabilité de x. Alors, première chose, ben, on définit notre variable. On dit x, donc c'est le nombre d'as pigés. Pour trouver les probabilités, on va définir l'événement AI qui correspond à la IM carte pigée est un as. Et le support S de X, ben, comme on pige deux cartes, ben, ça se peut qu'on ait 0 as, qu'on ait un as ou qu'on ait deux as. Donc, le support va de 0 à 2. La probabilité que X égale 0, donc qu'il n'y ait pas d'as dans nos tirages, ben, c'est la probabilité de ne pas avoir d'as au premier tirage, ce qui est représenté ici, et la probabilité de ne pas avoir d'as au deuxième tirage. Et ça, on a vu dans le chapitre 1 que c'était égal à P de A1' par P de A2', sachant A1'. Et ça vient d'où, ça? Ça vient de ce qu'on a appelé le théorème des événements successifs, hein, qui disait que la probabilité d'avoir A1 et A2, quand les deux événements sont un à la suite de l'autre, ben c'est égal à la probabilité d'avoir A1 par la probabilité d'avoir A2, sachant qu'on a eu A1.
Là, c'est la même chose, sauf que comme c'est des compléments, ben, on met des primes. Donc, c'est P de A1' fois P de A2', sachant A1'. Donc, la probabilité qu'on n'ait pas d'as au premier tirage, ben, c'est 48 sur 52. Et la probabilité qu'on n'ait pas d'as au premier tirage, sachant qu'on n'en a pas eu au premier, ben, ça veut dire qu'il reste 47 cartes dans le paquet qui ne sont pas des as sur 51. Donc, ça nous donne 2256 sur 2652. Il va falloir ensuite trouver la probabilité que les autres probabilités, comme par exemple la probabilité qu'on ait deux as. Ben, pour avoir deux as, ça veut dire à ce moment-là qu'on a eu un as au premier tirage et on en a eu un au deuxième. Donc, encore une fois, avec le théorème des événements successifs, ben, on peut dire que c'est la probabilité d'avoir un as au premier par la probabilité d'avoir un as au deuxième, sachant qu'on en a eu un au premier. Donc, ça va être égal à 4 sur 52 fois 3 sur 51, qui donne 12 sur 2652. Et finalement, pour trouver la probabilité de l'autre valeur possible, donc la probabilité que x soit égal à 1, on pourrait procéder de la même façon. Mais on sait aussi que comme on a seulement 3 valeurs possibles, ben, si on fait la somme des 3 probabilités, il faut que ça nous donne 1. Alors, on peut tout simplement le trouver en faisant 1 moins la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 2. Et ça va nous donner comme résultat 384 sur 2652. Alors, finalement, notre fonction de probabilité, c'est celle-là. Donc, on dit que P de x, ben, c'est égal à 2256 sur 2652 si x égale 0, 387 sur 2652 si x égale 1, et 12 sur 2652 si x égale 2, et 0 sinon. C'est ça qu'on appelle une fonction de probabilité ou une loi de probabilité, donc une fonction qui associe à chacune des valeurs de la variable aléatoire chacune des valeurs du support, en fait, sa probabilité. Un autre exemple, on définit x qui est une variable aléatoire qui représente le nombre de fois qu'on obtient pile en lançant 3 pièces de monnaie. Alors, donner sa fonction de probabilité, donc autrement dit, trouver pour chacune des valeurs possibles sa probabilité. Alors, la variable ici, c'est le nombre de piles obtenues en lançant 3 pièces de monnaie. On va utiliser l'événement PI qui désigne avoir un pile au IM lancé. Et le support de X, ben, c'est les valeurs entières de 0 à 3, donc 0, 1, 2 et 3. La probabilité de ne pas avoir de pile en lançant 3 fois la pièce de monnaie, ben, ça correspond à la probabilité donc de ne pas avoir de pile au premier lancer et ne pas avoir de pile au deuxième et ne pas avoir de pile au troisième. Ce sont des événements indépendants. Quand on lance une pièce de monnaie, je pense pas que la pièce a une mémoire et se rappelle qu'elle a eu pile le lancer d'avant, puis ça aurait l'air fou d'avoir pile une deuxième fois. Alors, on peut simplement multiplier les probabilités dans ce cas-là. Donc, ça va faire une demi fois une demi fois une demi qui donne un huitième. Maintenant, la probabilité d'avoir une fois pile. Ben là, il y a 3 possibilités. Ça se peut qu'on ait pile au premier lancer, qu'on ne l'ait pas au deuxième et qu'on ne l'ait pas au troisième, ou, donc un plus, qu'on ne l'ait pas au premier et qu'on l'ait au deuxième et qu'on l'ait au troisième, ou qu'on ne l'ait pas au premier, qu'on ne l'ait pas au deuxième et qu'on l'ait au troisième. À chaque fois, ça donne toujours une demi fois une demi fois une demi. Donc, ça donne 3 fois le produit une demi fois une demi fois une demi qui donne 3 huitièmes. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de dire, ben, quand je lance 3 pièces de monnaie, puis que j'ai un pile puis 2 faces, ben, ça me donne toujours une demi fois une demi fois une demi. Puis de combien de façons je peux avoir un pile et 2 faces? Ben, c'est de se dire combien je peux faire d'anagrammes avec un P et 2 F. Donc, ça revient à faire 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. Donc, ça va faire 3 fois une demi fois une demi fois une demi qui donne 3 huitièmes. Alors, c'est une autre façon d'arriver au même résultat ici pour calculer la probabilité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la probabilité d'avoir un pile seulement, ben, c'est 1 huitième. C'est 3 huitièmes, pardon. On va passer maintenant à la probabilité d'avoir 3 piles, parce que c'est plus facile à calculer que la probabilité d'en avoir 2. Alors, on va calculer donc la probabilité que x soit égal à 3.
ben ça veut dire que c'est la probabilité d'avoir un pile au premier et un pile au deuxième et un pile au troisième tirage. Et ça va donner encore une fois une demi fois une demi fois une demi qui donne un huitième. Et finalement, la probabilité d'avoir deux piles, ben ça va être égal à 1 moins la probabilité de ne pas en avoir, ou d'en avoir un, ou d'en avoir trois. Donc, ça va être égal à 1 moins 1 huitième, moins 3 huitièmes, moins 1 huitième, qui va aussi donner 3 huitièmes. Une autre façon de faire, encore une fois, ce serait de se dire, ben, combien d'anagrammes je peux faire avec 2P et 1F? Ben, on a vu que c'était 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. Donc, ça donne encore une fois 3. Et d'avoir deux piles et un face, ben c'est une demi fois une demi fois une demi qui donne un huitième. Donc 3 fois un huitième qui donne 3 huitièmes. Donc vous pouvez le faire comme ça ou le faire comme ça. C'est à votre choix. Et ça nous donne finalement comme fonction de probabilité celle que vous avez maintenant dans le coin inférieur droit de votre écran. Donc 1 huitième si x égale 0, 3 huitièmes si x égale 1, 3 huitièmes si x égale 2, 1 huitième si x égale 3 et 0 sinon. Parlons maintenant des caractéristiques d'une fonction de probabilité ou d'une loi de probabilité. Ben, première caractéristique, ça nous dit que pour toutes les valeurs de x qu'on a, la fonction de probabilité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. C'est normal, c'est une probabilité qu'on calcule à chaque fois et on sait que les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1. Alors, ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, ben, si on fait la somme des probabilités, il faut que ça nous donne 1. Donc, parce qu'on a toutes les valeurs possibles qui sont dans la fonction de probabilité. Alors, si on additionne toutes les possibilités, ben, il faut que la probabilité totale nous donne 1 à ce moment-là. Maintenant, si on veut représenter une fonction de probabilité ou une loi de probabilité à l'aide d'un graphique, on utilise le diagramme à bâton. Et vous avez un exemple de diagramme à bâton ici, où est-ce que à chacune des valeurs, c'est pour la variable x qu'on a calculé tout à l'heure, donc le nombre de piles obtenues en lançant 3 pièces de monnaie, ben, on a pour chacune des valeurs sa probabilité. Donc, à 0, on a monté un bâton jusqu'à 1 huitième, à 1, un bâton jusqu'à 3 huitièmes, et ainsi de suite. On arrive maintenant à quelque chose dont on va parler beaucoup dans les prochains cours, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. L'espérance mathématique qu'on va noter soit par la lettre grecque mu, ou encore tout simplement par E de x. Et c'est la mesure qui joue le rôle de la moyenne quand on parle de probabilité, mais c'est un peu une moyenne théorique. C'est une moyenne qui est basée, dans le fond, sur si on répétait l'expérience une infinité de fois, ben on obtiendrait x ce nombre de fois-là, par exemple. Donc, comment on va calculer l'espérance? Ben, vous avez la formule qui est ici. Donc, l'espérance, ça va être égal à la somme de chacune des valeurs fois sa probabilité. Donc, à chaque fois qu'on va calculer l'espérance, on va prendre la valeur et on va la multiplier par sa probabilité et on va additionner tous les résultats. Donc, on va voir un exemple de calcul d'espérance. On vous demande de trouver l'espérance de la variable aléatoire de l'exemple 3.2.1.1, celui où est-ce qu'on avait le nombre d'as en 2 tirages, le premier qu'on a fait ensemble, et donner son sens. Alors, la fonction de probabilité qu'on avait obtenue, c'était celle-là. Alors, pour calculer l'espérance, ben, voici le calcul qu'il faut faire. Donc, pour chacune des valeurs, on va multiplier par la probabilité. Donc, on fait 0 fois 2256 sur 2652, plus 1 fois 384 sur 2652, plus 2 fois 12 sur 2652, ce qui nous donne 408 sur 2652, et ce qui nous donne une moyenne de 0,1538 as. Alors, l'interprétation, le sens qu'on peut donner à ce résultat-là, c'est de dire que si on jouait à ce jeu une infinité de fois, ben on obtiendrait en moyenne 0,1538 as par fois. Donc, à chaque fois qu'on tire deux cartes dans un paquet de régulier, ben on obtiendrait en moyenne, si on faisait ça, disons, pendant des jours et qu'on notait à chaque fois le résultat, le nombre d'as qu'on a obtenu,
puis qu'on faisait la moyenne à la fin, ben on arriverait autour de 0,1538. Un autre exemple où on vous demande de trouver l'espérance de la variable aléatoire de l'exemple 3.2.1.2, donc celui où on parle du nombre de piles obtenues en 3 lancers d'une pièce de monnaie et de donner son sens. Ben, je vous rappelle que la fonction de probabilité qu'on avait trouvée, c'était celle-là que vous voyez maintenant à l'écran. Et pour calculer l'espérance, donc c'est comme tantôt, on fait le produit de chaque valeur avec sa probabilité. Donc on fait 0 fois 1 huitième, plus 1 fois 3 huitièmes, plus 2 fois 3 huitièmes, plus 3 fois 1 huitième, ce qui nous donne 12 huitièmes, ou si vous préférez, 1,5 piles. Alors ça veut dire, encore une fois, que si on jouait à ce jeu une infinité de fois, donc si dans une journée, dans plusieurs jours, on lançait un très grand nombre de fois une pièce de monnaie à 3 reprises et qu'à chaque fois on notait le nombre de piles qu'on a obtenues, ben on obtiendrait en moyenne 1,5 piles par fois. L'autre mesure importante, c'est ce qu'on appelle la variance, ou qu'on note par sigma carré ou encore par le terme var de x. La variance, la formule générale, elle est donnée par ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, c'est la somme de chaque donnée moins sa moyenne au carré fois la probabilité. C'est pas ça qu'on va utiliser, par contre, pour calculer la variance. On va plutôt utiliser cette formule-là que vous voyez au bas de l'écran, qui nous dit que la variance, ben, c'est égal à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x, on a vu comment la calculer dans les images précédentes. L'espérance de x carré, ça va être quoi? Ben, ça va tout simplement être chacune des valeurs qu'on a au carré par sa probabilité. C'est comme ça qu'on va calculer l'espérance de x carré et ça va aller beaucoup plus vite de calculer la variance avec cette formule-là qu'avec l'autre. Alors, allons-y d'un exemple, toujours avec notre variable aléatoire où on parle du nombre de piles qu'on a obtenues sur 3 lancers. Donc, on veut calculer la variance de ça. Alors, je vous rappelle que la fonction de probabilité ou la loi de probabilité, c'est celle-ci. Et pour calculer la variance, ben, on commence par calculer l'espérance de x carré, c'est-à-dire que on va prendre chacune des valeurs au carré, puis on va multiplier par sa probabilité. Donc 0 au carré fois 1 huitième, plus 1 au carré fois 3 huitièmes, plus 2 au carré fois 3 huitièmes, plus 3 au carré fois 1 huitième. Et ça nous donne, comme espérance de x carré, 3 piles carrées. Si on veut calculer la variance, ben, il ne faut pas oublier, et ça souvent les étudiants vont oublier ça, de soustraire l'espérance de x au carré. Donc la variance, ce sera égal à 3 moins l'espérance qui est de 1,5 au carré, ce qui donne 0,75, et l'unité de mesure est un peu bizarre, je l'avoue, mais ce sont des piles carrées. Donc, espérance de 1,5 piles et variance de 0,75 piles carrées. On peut aussi calculer les quarts types, mais vous allez surtout utiliser en probabilité la variance. Vous allez parler beaucoup moins des quarts types qu'en statistique descriptive, par exemple. Les quarts types qu'on note par sigma, ben, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, si on vient à l'exemple qu'on vient de faire, ben, on avait trouvé qu'on avait une variance de 0,75. Ben, l'écart type, ce sera racine carrée de 0,75, ce qui donne 0,8660 piles. Et encore une fois, plus l'écart type est petit, moins il y a de dispersion, ou plus la variance est petite, moins il y a de dispersion. On va maintenant parler des propriétés de l'espérance et de la variance. Alors, commençons par les propriétés de l'espérance. Première propriété, ça nous dit que l'espérance d'une constante, c'est égal à la constante elle-même. C'est comme si j'avais un dé sur lequel il n'y avait que des 3. Ben, si je calculais la moyenne de mes résultats, forcément, ça me donnerait 3. Donc, l'espérance d'une constante, c'est égal à la constante elle-même. L'espérance d'une constante fois x, ben, ça va être égal à la constante fois l'espérance de x. Donc, si je multipliais chacun de mes résultats de d par 2, ben, je multiplierai la moyenne de mes résultats par 2. Si je fais l'espérance de ax plus b, donc si je multiplie par une constante et que j'en ajoute une autre,
ben, ça va être égal à A fois l'espérance plus B. Et finalement, si je fais l'espérance d'une somme, donc l'espérance de x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn, ben ça va être égal à l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus 3 petits points plus l'espérance de xn. Parlons maintenant des propriétés de la variance. La variance d'une constante, ben une constante, ça ne varie pas. Alors la variance d'une constante, ça va être égal à 0. La variance de a fois x, donc si je prends une variable aléatoire et que je la multiplie par une constante, ben, ça va être égal à a au carré fois la variance de x. La variance de ax plus b, ben, ça va être égal à a au carré fois la variance de x aussi, parce que la variance de b donne 0, alors on n'a même pas à s'en préoccuper. Et finalement, la variance d'une somme, donc la variance de x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn, ben ce sera égal à la variance de x1 plus la variance de x2 plus 3 petits points plus la variance de xn, à une condition, il faut que les x1, x2 jusqu'à xn soient indépendants. Alors c'est pour ça que plus tard, quand on va avoir des résultats pour les intervalles de confiance et pour les tests d'hypothèse, on va toujours demander que nos résultats qu'on obtient soient indépendants à cause de cette propriété-là. Et une dernière chose qui n'est pas vraiment une propriété, mais qui est importante à retenir, c'est qu'une variance, c'est toujours positif. On ne peut pas avoir une variance négative parce que, rappelez-vous, pour trouver l'espérance, on fait l'espérance d'un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Et aussi, l'autre formule qu'on n'utilisera pas, mais qui est quand même utile pour parler de ça, c'est que la variance, c'est la somme des xi moins mu au carré fois des probabilités. Donc, il n'y a rien de négatif dans cette formule-là que je viens de vous donner. Alors, c'est sûr que la variance, elle, va être positive. Alors, allons-y avec un exemple inspiré de ce que vous avez fait précédemment. Ben, dans le contexte de l'exemple 3.2.1.2, donc celui où vous jouez avec le nombre de piles, vous payez 50 $ pour jouer. Et chaque fois que vous avez pile, on vous remet 30 $. Alors, la question, trouver l'espérance et la variance du gain net. Donc, le lancer de pièces de monnaie est devenu un jeu de hasard dans lequel on gage de l'argent. Alors, je vous rappelle notre fonction de probabilité. Je vous rappelle aussi l'espérance qu'on avait trouvée qui était de 1,5 et la variance qui était de 0,75. Alors là, maintenant, on a une nouvelle variable aléatoire qui est le gain net à ce jeu. Et pour calculer le gain net à ce jeu, c'est simple. On a juste à prendre le nombre de fois qu'on a obtenu pile, qui est donné par x, le multiplier par 30, puisqu'on a gagné 30 $ à chaque fois, et d'enlever le 50 $ qu'on a payé pour jouer. C'est ça qu'on appelle le gain net. Donc, c'est 30 fois le nombre de piles qu'on a eu qui nous donne nos gains, moins le 50 $ qu'on a payé pour jouer. Alors, l'espérance, ça va être quoi? Ben, on a vu avec les propriétés que l'espérance de y, ça va être égal à 30 fois l'espérance de x moins 50. Ça, c'est grâce à la troisième propriété. Alors, ça veut dire que ça va être égal à 30 fois 1,5 moins 50, ce qui donne moins 5 $. Alors, ça veut dire que si vous jouez à ce jeu-là une infinité de fois et que vous faites à la fin la moyenne de vos gains, ben, vous devriez avoir en fait une moyenne négative. Donc, ça veut dire que vous perdez en moyenne 5 $ à chaque fois que vous jouez. Et c'est comme ça que les casinos font de l'argent, parce que quand ils mettent un jeu au casino, ben, il faut que ce jeu-là ait une espérance de gain négative, parce que sinon, il ne ferait pas d'argent, il en perdrait. Alors, pour le casino, l'espérance devient positive, mais pour vous, l'espérance est négative, parce que vous, en moyenne, vous perdez de l'argent à chaque fois que vous jouez à un jeu de casino. Et la variance de y, ben, ce sera 30 au carré fois la variance de x. Ça, c'est grâce à la propriété 7. Donc, ça va donner une variance de 675 $ carré. Alors, ça termine la première capsule sur le chapitre 3. Vous êtes en mesure maintenant de faire les exercices de la section 3.3. Bon travail.